Alors aujourd'hui, on va parler de la périménopause et la ménopause. Alors pour juste me dire si vous m'entendez bien, dites-moi juste si le son est bon et si la musique n'est pas trop forte. Merci de me le mettre en commentaire. Est-ce que le son, vous m'entendez bien? Si le son, ça va et voilà, me voilà. Je faisais un petit spécial, mon mari m'a aidé avec un logiciel pour les images. Donc au fur et à mesure, je vais mettre des images. Est-ce que vous voyez le son c'est bon, merci, parfait. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Oui, parce que j'essaye, hein, j'essaye des nouvelles affaires. Oui, bah j'espère que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? J'ai enlevé mon image. Est-ce que vous me voyez? Parce qu'on dirait que l'image reste. Ok, bon, c'est pas grave. Sinon, on va commencer. Pourquoi lui? En tout cas, on va y aller comme ça. Aujourd'hui, donc, la ménopause, qu'est-ce que c'est? Alors, la ménopause, bah, c'est une phase normale de la vie des femmes, bien sûr. Et le mot ménopause correspond vraiment à l'arrêt des règles, en fait, pendant au moins une période de 1 an. Donc, ce sont les ovaires qui arrêtent en fait de produire deux hormones, donc les œstrogènes et la progestérone. Alors, la ménopause, elle arrive surtout dans la cinquantaine, on va dire, en général. Et c'est sûr que la fin des menstruations, bah, c'est tout un bouleversement hormonal assez intense, merci, et qui est à l'origine de nombreux symptômes. Donc, dépendamment des femmes, bien sûr. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler? Pour vous parler de la ménopause, bah, on va faire la différence entre la périménopause et la ménopause. On va parler des différents symptômes et des mesures préventives, de la réflexologie plantaire et de la ménopause. Oui, et là j'ai un petit bonjour de mon garçon. Oui, le monstre. Ah, le petit monstre. Les médecines naturelles qui existent et quelles sont mes références et les groupes d'entraide parce que j'ai découvert qu'en fait il y avait des groupes d'entraide. Puis là j'ai des cheveux qui sont un petit peu mal placés. Oui, j'ai séché mes cheveux ce matin, alors ils sont un petit peu... Voilà, donc ça c'est mon plan pour aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous me voyez? Parce qu'on dirait que... Bah, normalement, vous me voyez. Là, je ne sais pas pourquoi moi je vois cette image. Denise, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon visage? Si vous voyez mon visage ou si vous voyez une image? Ce serait juste pour m'aider parce que là, je ne le sais pas. Parce que c'est un logiciel, donc j'ai comme deux écrans. Bon, je vais continuer en espérant que c'est bon. Alors, qu'est-ce que la péri et ménopause, hein, c'est comme 3 mots. Alors, la préménopause, en fait, c'est toute notre période de fécondité. Donc, de la puberté jusqu'à l'arrêt des règles. Ensuite, on parle de la périménopause. Et donc, c'est celle-là que, effectivement, les menstruations commencent à être irrégulières. Et c'est là qu'on commence à ressentir des symptômes. Et ça, cette période-là de périménopause, elle peut s'étaler de 2 à 7 ans. Donc, on va dire une moyenne de 5 ans. Donc, c'est pour ça que entendre parler de la ménopause déjà dans le milieu de la quarantaine, on va dire, ça va être bien de se préparer pour prendre les bonnes habitudes de vie tout de suite qui vont nous aider à diminuer justement tous ces symptômes qui peuvent être pas mal dérangeants, on va dire. Donc la périménopause, elle peut s'étaler de 2 à 7 ans et on parle donc de ménopause lorsque vraiment les menstruations ont cessé depuis au moins 1 an.
Pour les hommes aussi, si j'ai des hommes qui regardent ma capsule, on parle d'andropause. Donc pour les hommes aussi, il y a une période comme ça, mais eux c'est plus vers la soixantaine. Puis ils n'ont pas des symptômes comme nous, c'est plus léger. Encore qu'il y a un certain petit pourcentage d'hommes qui ressentent aussi des bouffées de chaleur. Mais pour eux, l'andropause c'est plus par rapport au taux de testostérone qui diminue progressivement de l'âge de 50-60 ans jusqu'à la fin de leur vie. Donc on voit bien l'image. Parfait, merci Denise. Donc c'est ça. Et donc je disais l'arrêt en fait des règles, ça se produit effectivement sur plusieurs années. Donc jusqu'à ce qu'on tombe vraiment en ménopause, on parle à peu près d'une moyenne de 5 ans. Et donc la période qui précède cette ménopause, comme j'ai dit, 2 à 7 ans. Donc on en a pour quelques années, d'où l'idée d'avoir tout de suite les bonnes habitudes de vie, bonne hygiène de vie pour diminuer ces symptômes. Alors, les cycles menstruels deviennent de plus en plus irréguliers avant de s'arrêter complètement et les symptômes associés à la ménopause peuvent apparaître dès le début de la périménopause. Donc les symptômes s'installent déjà quand nos cycles deviennent irréguliers. Donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre même à vivre tout ça pratiquement pendant une dizaine d'années avant qu'on tombe vraiment complètement en ménopause. Donc c'est pour ça, si j'ai des femmes qui me suivent, je vais regarder. Oui, ça aurait été de me dire si en ce moment vous avez des symptômes, quels sont vos symptômes, qu'est-ce qui vous dérange le plus. Donc je vais enlever celui-là. Ah, je vais vous montrer, c'est ça les définitions dont j'avais parlé, juste que vous ayez le temps de les lire. Donc on parle de préménopause, de périménopause et de ménopause. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur la périménopause parce que c'est celle-là qui est la plus longue. Et c'est celle-là qui est en dents de scie, c'est celle-là qui nous donne tous ces symptômes. Voilà, donc les symptômes. Alors, on va dire que à peu près, quand même, 75% des femmes se plaignent de ces symptômes, de ces différents symptômes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu aussi... ben oui, c'est sûr qu'ils sont variables. Les symptômes sont variables au niveau de l'intensité, au niveau de la durée et des différents types. Donc ça, d'une femme à l'autre, effectivement, tout est variable. Et qu'est-ce que j'avais lu? C'est que les femmes les plus à risque sont les femmes justement occidentales. Et en Amérique du Nord, on a à peu près 80% des femmes qui ont des symptômes à la ménopause, alors que seulement 20% des femmes vont présenter des symptômes de ménopause en Asie. Donc il y a vraiment une corrélation en Asie, je vais vous en parler plus tard, par rapport à leur mode de vie, surtout leur mode alimentaire. Donc à peine 20% des femmes en Asie se plaignent de symptômes, alors que nous en Amérique du Nord, on est rendu à 80% des femmes, ou 75% des femmes en tout cas, qui s'en plaignent, que ça devient dérangeant. Donc, les symptômes. Alors, les symptômes les plus connus, ce sont les symptômes vasomoteurs. Donc, vasomoteurs, c'est surtout les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Donc, ça, c'est très, très dérangeant pour le sommeil. Et ensuite, on parle de symptômes génitaux. Donc ça va être la sécheresse vaginale, ça va être la sécheresse de toutes les muqueuses du corps, donc même au niveau urinaire, ça commence à déranger. Et on va parler d'une atrophie vaginale, donc c'est la perte de l'élasticité, puis un petit rétrécissement au niveau du vagin. Et forcément tout ça, la sécheresse et l'atrophie, ça va créer de l'inconfort pendant les relations sexuelles et des problèmes urinaires. En fait, j'aurais dû mettre symptômes génitaux et urinaires. Ouais. Et après ça, j'ai une capsule, c'est autres symptômes, mais dans les autres symptômes, je trouve, c'est ça qui en a le plus, c'est-à-dire les symptômes, les autres. Alors, il y a les troubles du sommeil, donc forcément, si j'ai des sueurs nocturnes, je dors moins bien, je me réveille. Suite aux troubles du sommeil, forcément, il y a plus de fatigue qui va s'installer. Forcément, avec ça, on va parler aussi, je vais me tasser de ce bord-là. On va parler aussi de troubles de l'humeur. Comme on est dans le cycle hormonal, œstrogène, progestérone, les hormones sont toutes débalancées. Donc, c'est sûr que mon humeur va vraiment, vraiment en tenir compte. Donc, on est plus irritable, on est plus triste, on a des problèmes. Si déjà on avait des problèmes d'anxiété, ça va être exacerbé.
Il va y avoir un processus, forcément, on parlait de sécheresse, donc on parle aussi de vieillissement de la peau, on perd l'élasticité, donc la peau va changer. Les cheveux, bien sûr, ils vont être plus secs, ils vont perdre leur tonicité aussi et leur couleur. On va parler des troubles urinaires dans ces autres symptômes, des difficultés au niveau de la concentration. Donc effectivement, le cerveau, lui, il est très très sensible aux changements hormonaux, donc problème de concentration. Avec tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir une baisse de la libido. Il y aura des risques aussi de tomber en dépression. La prise de poids aussi, forcément, dans les autres symptômes, la prise de poids. Et on parle surtout, en ménopause, la prise de poids, ça va être surtout au niveau de l'abdomen. Mais j'ai quand même écrit que ça peut être de 2 à 4 kilos qu'on prend. En fait, ça, ce serait 2 à 4 kilos, serait même bénéfique. Parce que ça prouverait qu'on serait en meilleure santé. Et ça agit sur la survie qui serait plus longue avec ces 2 à 4 kilos parce que les cellules graisseuses, elles vont transformer les hormones surrénales en hormones féminines. Donc vous voyez, le corps est bien fait, il va vouloir compenser. Oui, mes ovaires arrêtent de produire l'œstrogène et la progestérone, mais mes cellules graisseuses, c'est ça, elles vont être transformées par les surrénales. Donc ça, c'était tous les autres symptômes. Ah, il y en a pas mal. Hein. Donc, on continue. Avez-vous des questions? J'en profite. Ok. Bon, aujourd'hui, on voit qu'il fait beau. Il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivent en direct. Dommage. On continue parce que les gens vont pouvoir voir la capsule de toute façon en rediffusion. Alors, la ménopause, donc, c'est une évolution naturelle, mais les études réalisées à travers le monde montrent que des différences dans le mode de vie, l'alimentation et l'activité physique vont être bénéfiques. Ils vont influencer en fait sur l'intensité et le type des symptômes. Donc mode de vie, alimentation et activité physique. Oui, là je vais aller un peu trop vite. Je pensais que je l'avais écrit quelque part. Non. Donc c'est ça. C'est là-dessus qu'on va jouer pour pouvoir nous aider. Donc les mesures préventives. Bon, je peux le mettre ici. Mesures préventives justement. Donc pour baisser l'intensité de ces symptômes, donc on travaille en amont. Donc on va faire surtout par rapport à de la prévention. Donc si on ne veut pas qu'à 50 ans tout déboule, on est mieux vers 40-45 ans de juste commencer à se préparer à prendre des bonnes habitudes qui vont nous aider à supporter ce changement dans notre vie. Donc premièrement, l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est quand même très important. Hein, n'oubliez pas, notre corps, lui, les aliments qu'on va ingérer, le corps va les transformer. Puis il y a des choses qu'il ne peut pas inventer. Exemple, les oméga 3. Le corps ne peut pas les faire, il va les chercher dans la nourriture. D'où l'idée de manger les bonnes choses qui vont aider le corps à pouvoir s'adapter et à combattre. Donc donnons-lui, c'est comme la Hippocrate qui disait que les nutriments, l'alimentation, ce sont nos médicaments. Donc on commence par la base, une bonne alimentation pour aller en prévention. Donc dans l'alimentation, on va chercher surtout qu'est-ce qui va favoriser une bonne santé des os et du cœur. Hein, je vais peut-être, j'en parle tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure, mais dans le processus de la ménopause, on va parler d'ostéoporose. Donc, comme il n'y aura plus les hormones, les os vont commencer à être beaucoup plus friables. Donc, allons vers les aliments qui vont nous aider pour une bonne santé des os et du cœur. Donc les aliments qui sont riches en calcium et en vitamine D. Hein, calcium, vitamine D, ça va ensemble. Si on mange, oui, des produits laitiers, du poisson, tout ça, c'est bien de consommer du calcium, sauf que souvent ce qui arrive, c'est que le calcium, il reste dans le sang. Il reste dans le sang, puis il ne va pas se fixer sur l'os. L'idée, c'est de rajouter de la vitamine D qui, elle, va aider ce calcium à rentrer dans les os. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de supplément calcium avec vitamine D. Les deux vont ensemble. Donc, soit vous le trouvez dans votre alimentation, soit vous prenez des suppléments si besoin. D'autres aliments qui doivent être riches en magnésium,
en phosphore, en bore, en silice, en vitamine K, en acides gras essentiels, donc je parlais bien des oméga 3, de préférence des aliments faibles en gras saturés et forcément privilégier les protéines végétales plutôt que celles animales. Donc ça, ce sont les aliments à privilégier pour nous aider au niveau des os et du cœur. Si vous avez besoin d'aide pour trouver quels aliments vont m'aider, quels aliments ont de la vitamine D, du magnésium, du phosphore, du silice et de la vitamine K, vous pouvez toujours vous référer à une nutritionniste, hein, comme je vous l'ai déjà mentionné dans mes autres capsules. Ici à Rimouski, j'ai une amie, elle s'appelle Avril Gagné, elle est nutritionniste, elle a sa page Facebook, donc elle peut vous aider sur un plan nutritionnel pour justement avoir les bons aliments pour favoriser votre santé des os et du cœur dans cette période. Et en fait, tout au long de notre vie, bien sûr. En numéro 2, pour l'alimentation aussi, des aliments qui sont riches, alors très important, en phytoœstrogènes. Alors, c'est quoi ça? Les phytoœstrogènes, tiens, j'ai oublié de l'expliquer. En fait, c'est dans certains aliments comme le soya, surtout le soya, des graines de lin, des pois chiches, des oignons, de la luzerne. Alors, les phytoœstrogènes, en fait, j'ai oublié de me l'écrire. Ce sont la phytoœstrogène, c'est dans les aliments. En fait, c'est comme une œstrogène, mais qui est plus végétale, mais que le corps va pouvoir récupérer dans notre alimentation pour aider justement notre taux d'œstrogène. C'est pour ça que tantôt je vous expliquais qu'en Asie, seulement 20% des femmes ont un problème de symptômes de périménopause, ménopause, parce qu'eux consomment beaucoup de soya. Donc on se rend compte que effectivement cet œstrogène naturel dans les plantes peut nous aider, va vraiment agir comme notre oestrogène pratiquement du corps. Donc des aliments riches en phytoœstrogènes, ça va vraiment nous aider à réduire tous ces débalancements hormonaux puisqu'il nous manque les oestrogènes de nos ovaires. Ensuite, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout l'activité physique. Alors une activité physique, on va dire quotidienne, hein, au moins 30 minutes par jour, et qui va venir justement aider notre cœur, hein, parce qu'après ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Une fois que les femmes sont ménopausées, au niveau des statistiques, on est pratiquement au même pourcentage du risque d'infarctus et d'AVC que les hommes. Autant avant, tant que nos ovaires fonctionnent, on est très protégé. Autant après, on tombe exactement sur les mêmes pourcentages que les hommes. Donc l'activité physique, oui, pour le cœur, donc tout ce qui est endurance. Après ça, on va aller travailler des activités physiques qui vont aider au niveau des articulations, au niveau de la flexibilité et au niveau de l'équilibre, hein, puis au niveau des os. Parce qu'en faisant une activité physique quand même un peu intense, moyennement intense, les muscles sont attachés sur les os. Et à force d'être sollicités, ça va créer de nouveau de l'os sur l'os. Donc il faut des mouvements. Exemple, la piscine c'est bien, mais c'est pas assez forçant. Donc d'alterner une course, une endurance, le bas du corps oui, le haut du corps aussi. Donc pour aider à garder une ossature en santé, on prévient l'ostéoporose, on prévient les risques de fractures spontanées et le renforcement musculaire, parce que forcément les muscles aussi ont besoin qu'on les tienne en activité pour rester en santé. Donc l'activité physique quotidienne très importante. Alors forcément ça peut être du yoga, du tai chi, de l'endurance, mais on va les solliciter tout le corps, hein, des exercices aussi bien pour le bas du corps que le haut du corps que pour le cœur. Donc voilà pour cela. Ensuite, dans les mesures préventives, on va parler d'avoir une attitude positive, hein, parce que justement, c'est une période de la vie pour les femmes, justement, c'est un grand changement dans notre vie de femme parce que on est rendu à un certain âge, les enfants sont souvent partis aux études, hein, n'habitent plus avec nous, donc il y a cet effet-là de solitude, de nouveauté.
Ça augure la cinquantaine, hein, j'arrive dans la cinquantaine, forcément c'est la pré-retraite qui s'en vient, donc le statut social qui va changer. Puis aussi, on se rend compte que bah, c'est ça, c'est le vieillissement qui commence à s'amorcer. Et dans cette période-là, justement, bah, les femmes ont c'est plusieurs changements à vivre, à accepter. C'est comme des deuils. Puis c'est vraiment aussi une période où ça y est, les ovaires s'arrêtent, j'ai plus de menstruation, donc toute ma vie de femme féconde qui pouvait enfanter, bah, c'est tout un changement parce que maintenant c'est officiel, euh, ça s'arrête, donc je passe à une autre étape. Aussi bien la puberté en était une, euh, euh, la phase de la jeune femme, de la femme mature, puis maintenant c'est tout ce changement-là, c'est des deuils à faire, puis des deuils, c'est plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on arrive à l'acceptation, puis à la résilience et qu'on retrouve un équilibre parce que veux pas, derrière ça, il y a aussi l'idée du vieillissement et de la mort. Donc c'est tous ces changements-là, c'est pour ça que l'attitude positive, ça va être très très important au niveau psychologique d'avoir un support pour traverser puis pour s'adapter à tous ces changements. Ensuite, la vie sexuelle. Hein, dans les mesures préventives, alors en fait, il préconise de garder justement une activité sexuelle. Que, à ce qui paraît, l'activité sexuelle, bah, c'est bon pour nous, c'est bon pour le corps, puis ça nous fait du bien, puis il faut continuer à se faire plaisir et à ce que la vie soit agréable. Vu que ça amenait des symptômes par rapport au système urinaire, donc des exercices de Kegel. Hein, on se remet à faire des exercices de Kegel pour éviter les fuites urinaires. Donc contraction hein, au niveau du bas là. Donc vos exercices de Kegel, de toute façon, vous pouvez trouver tout ça sur le net. Oui, donc je disais ça, c'est pour prévenir l'incontinence urinaire et ça aide aussi à améliorer, les exercices de Kegel aident aussi à améliorer la vie sexuelle et forcément ça augmente le tonus des muscles hein, gynéco-urinaires. Donc très important, exercice de Kegel pour garder tout ça bien en tonus. Ensuite, j'ai marqué comme mesure préventive l'arrêt du tabac. Forcément, fumer, c'est pas la meilleure des c'est pas la meilleure des choses. Donc, on préconise, c'est sûr, d'arrêter de fumer parce que, justement, pour nous les femmes, on arrive aussi bien, comme je vous ai dit, le pourcentage de faire des maladies cardiovasculaires, des cancers, sont les mêmes que pour les hommes. Donc, en prévention, on arrête de fumer. Et en dernier, j'ai mis, bah oui, dans les mesures préventives à cause des bouffées de chaleur et tout ça, de bien s'hydrater. Ça va être très très important de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour s'il n'y a pas de problème médical. 6 à 8 verres donc, par jour. Donc important de très très bien s'hydrater pour aider tous ces changements dans notre corps. Au moins restons bien hydratés. Donc, en général, oui, c'est ça, je voulais aussi parler justement parce que quel est le symptôme qui nous dérange le plus hein, de ce que j'ai lu donc ça je vais l'enlever, c'est les bouffées de chaleur. Voilà, c'est un petit feu de foyer, les bouffées de chaleur. Hein, ça par contre c'est quelque chose que j'entends. Mes clientes qui sont dans la périménopause, hein, c'est sûr que les bouffées de chaleur ça va être quelque chose qui va vraiment 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 les déranger. Donc, les bouffées de chaleur. Alors, pour aider, en tout cas pour les réduire, ces bouffées de chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que au lieu de faire 3 repas principaux très copieux, le mieux, ce serait de baisser un petit peu nos portions et à la place de prévoir des collations. Donc oui, on garde nos 3 repas par jour, mais on en mange un petit peu moins. Puis on va prendre une collation en avant-midi, hein, vers 10h30. Après ça, on peut reprendre une collation dans l'après-midi, de toute façon. Et si jamais on soupe tôt, hein, parce qu'au Québec, on soupe très tôt, ça peut être des fois 5h, 5h30. Donc forcément, si je me couche à 10h, bah, je risque d'avoir faim à 20h. Donc on prend une petite collation aussi avant de se coucher. Forcément, on va plus aller chercher une collation comme un fruit, une compote ou quelque chose de très digeste, mais qui au moins va me redonner un petit peu d'énergie. Ensuite, c'est sûr que les bains très très chauds, hein, on va en éviter un petit peu pour les bouffées de chaleur parce qu'on va travailler sur la température de notre corps.
La température de l'environnement. Donc chez vous, c'est sûr que si vous pouvez garder la maison à 19 degrés, ça va sûrement suffire. Au niveau des vêtements aussi, quand on a des bouffées de chaleur, c'est sûr qu'on va préconiser des vêtements avec des fibres naturelles, hein. Donc ça va être le coton, le lin, la soie, mais en tout cas on évite tout ce qui est synthétique parce que le synthétique, lui, vous le savez, ça va garder l'humidité, puis ça va vraiment être très très désagréable. Et dans les bouffées de chaleur, on a chaud d'un coup, puis après la température redevient normale, puis là on a des frissons, on a froid. Puis là, avec le synthétique, ben, si l'humidité reste après, on a froid, puis c'est vraiment pas agréable. Donc les vêtements, on met du naturel. Comme je vous l'ai dit, c'est sûr, de l'eau, de l'eau, de l'eau, on s'hydrate. Pour aider au niveau des bouffées de chaleur aussi, bah, c'est sûr que c'est mieux de diminuer sa consommation d'excitants, hein, de café, d'alcool, les mets épicés, les boissons chaudes. Donc c'est sûr qu'on va un petit peu réduire, ça va aider. On diminue aussi la consommation des sucres concentrés. Et forcément, on consomme beaucoup plus d'aliments riches en phytoœstrogènes, comme je vous ai dit tantôt. Ça va aider pour les bouffées de chaleur aussi. Puis l'activité physique modérée, 30 minutes par jour, ça va aider pour les bouffées de chaleur aussi. Donc, on parle de bouffées de chaleur, mais pour les problèmes de sommeil qui en découlent aussi, avec les sueurs nocturnes. Donc, on va enlever le petit feu de cheminée. Donc, pour les problèmes de sommeil, ben, je vous préconise d'aller voir ma capsule numéro 3, vu que je parle déjà des problèmes de sommeil, mais c'est aussi un symptôme que les femmes se plaignent pendant cette période de périménopause. Donc voilà, ça c'était des mesures pour aider, des trucs pour aider au niveau des bouffées de chaleur. Donc ensuite, je voulais parler les différents traitements. Qu'est-ce qui existe aussi? Il y a les traitements médicaux, hein, donc forcément, on va se référer à son médecin de famille pour prescrire parfois une hormonothérapie. Hein, quand les symptômes sont trop intenses et que ça va vraiment pas, on en parle à son médecin. Donc en général, maintenant, ce qui est préconisé au niveau médical, c'est une dose la plus faible, qui est la plus efficace. Et en général, ils préconisent l'hormonothérapie pour une durée maximum de 5 ans. Sauf que ce qui est important à savoir, c'est que quand vous prenez votre hormonothérapie pendant 5 ans, forcément, ça va réguler votre taux d'œstrogène et de progestérone pendant ces 5 ans. Mais quand vous arrêtez l'hormonothérapie, vous réembarquez sur une période de périménopause où il y aura à nouveau ce déficit d'hormones. Donc, il faut que ça soit accompagné par un médecin et que ce soit fait progressivement, je pense, l'arrêt pour ne pas nouveau retomber dans des symptômes de bouffées de chaleur, problèmes de sommeil et tout le reste. Ensuite, on peut utiliser sous ordonnance médicale aussi les hormones locales, hein, des crèmes qu'on peut se mettre au niveau vaginal. Et après ça, c'est sûr que si on a des symptômes qui sont plus importants comme la dépression, la tension, tout ça, donc c'est sûr qu'avec votre médecin de famille, il va pouvoir aller travailler sur les symptômes en vous donnant, si vous en avez besoin, des antidépresseurs, des antihypertenseurs, des médicaments pour la sécheresse vaginale, pour les problèmes de changement d'humeur, des fois des anxiolytiques ou des somnifères pour les gens qui sont très anxieux, et forcément un traitement pour contrer l'ostéoporose, d'autres traitements pour aider au niveau de la libido, donc tout ça au niveau médical. Le médecin aussi, vous en parlez avec lui, puis il va vous aider pour les différents traitements qui peuvent aider les symptômes. En fait, on fait juste soulager les symptômes parce que la ménopause, c'est un changement qui se fait dans la vie des femmes. Donc on ne peut que juste soulager et nous accompagner dans ce changement. Après ça, là j'ai parlé des traitements médicaux, mais il y a aussi les traitements naturels. Donc tout ce qui est médecine naturelle, dite médecine douce. Moi je vais forcément faire un chapitre sur la réflexologie. Alors en réflexologie, pareil, quand les clientes viennent me voir pour des problèmes de ménopause, de périménopause, on va aller travailler justement parce que le corps, lui, forcément les ovaires s'arrêtent, donc taux d'œstrogène, progestérone en chute libre. Qu'est-ce qu'il va faire au niveau du cerveau? Il va dire, attention, là il y a un changement dans le système, il y a des hormones qui vont manquer, donc je vais compenser. Je vais essayer de compenser ce manque d'hormones-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un relais. Et le relais, ça va se faire au niveau de la thyroïde et des surrénales.
Donc, il va y avoir un regain de travail au niveau de la thyroïde, hein, notre thyroïde, et des surrénales, les surrénales qui sont les petites hormones qui sont au-dessus des reins. Donc, moi, je vais aller travailler les surrénales en réflexologie et la thyroïde, que je ne me trompe pas, qui est à l'intérieur au niveau du gros orteil. Donc ça, moi, je vais aller rééquilibrer en réflexologie. On va aller stimuler la thyroïde et les surrénales qui sont là pour prendre le relais après que les ovaires arrêtent de travailler. Donc, la thyroïde, pourquoi? Parce que la thyroïde, elle, c'est notre centrale thermorégulation. Donc la température corporelle, ça se passe par la thyroïde. C'est elle aussi qui travaille par rapport au métabolisme de base. Donc on va l'aider. C'est aussi, la thyroïde nous aide pour la santé de la peau et des cheveux, comme c'est des choses qui vont changer à la ménopause. Ça nous aide aussi au niveau de la stabilité émotionnelle et ça facilite justement l'absorption du calcium par les os, donc pour prévenir l'ostéoporose. Donc très important, on va aller stimuler la thyroïde. Donc chez vous à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est aller trouver la base de votre gros orteil et c'est à l'intérieur, donc sous le pied, qu'on va travailler ici la thyroïde. Donc la thyroïde, vous pouvez aller vous la masser à la base du gros orteil, du côté interne, sous le pied. Donc là, on travaille la thyroïde parce qu'il faut aller la stimuler pour nous aider. Et j'avais parlé des surrénales aussi. Ensuite, ce que je vais aller travailler en réflexologie, c'est tout ce qui est épiphyse et hypothalamus et hypophyse. Alors, je commence par l'hypophyse parce que l'hypophyse, c'est cette hormone qu'on a cette glande dans la tête qui sécrète des hormones qui va nous aider justement pour l'équilibre hormonal. Donc, en travaillant l'hypophyse en réflexologie, je vais vraiment aider par rapport aux bouffées de chaleur. Donc souvent c'est ça le problème, les femmes se plaignent beaucoup de bouffées de chaleur. Donc on va aller solliciter l'hypophyse parce que elle c'est notre glande maîtresse, hein, on l'appelle le chef d'orchestre, c'est elle qui, la cascade des hormones, celle qui s'en occupe. Donc on va aller la stimuler pour l'aider à nous équilibrer au niveau hormonal, pour dire oui ok les ovaires s'arrêtent, mais là thyroïde, surrénale, away go, on essaye de nous aider pour rééquilibrer le tout. L'épiphyse, ça va être plus par rapport à l'humeur et au cycle éveil-sommeil que je vais la travailler en réflexologie. Et l'hypothalamus aussi pour régulariser les réactions émotionnelles et comportementales, pour régulariser aussi l'équilibre hydrique. Et ça nous aide aussi à synthétiser l'oxytocine, notre hormone du bonheur, parce que là, on va en avoir besoin. C'est une phase difficile. Il faut qu'on soit joyeuse et que ça se passe bien, puis qu'on ait du bonheur dans tous les jours de la vie pour passer au travers. Donc voilà en réflexologie les points qu'on va pouvoir travailler. Donc pour vous surtout la thyroïde et l'hypophyse. L'hypophyse, je vais vous la montrer. Elle aussi, elle est dans le gros orteil. En général, on la ressent aussi. Donc on va dire presque au milieu du gros orteil. Il y aura comme un petit point, vous allez comme sentir un petit point d'aiguille là quand vous avez le trouvé dans le gros orteil, la face sous le pied là, vraiment au milieu, un petit peu sur le côté là. Allez chercher un petit peu votre hypophyse. Donc ça c'était au niveau de la réflexologie. Mais sinon, ce qui peut vous aider dans cette période justement de périménopause, on va parler des plantes. Oui, forcément, les plantes, ce sont nos médicaments. Alors le mieux, c'est d'aller vous tourner vers une herboriste qualifiée qui va pouvoir vous accompagner, vous aider, vous faire du sur-mesure. Mais les plantes qu'on connaît, qui vont vraiment aider pour la ménopause et la périménopause, c'est, alors excusez-moi ma prononciation, lactée à grappe noire. On parle aussi de graines de lin et d'huile de lin. Le soya, comme je vous ai dit, hein, c'est les phytoestrogènes, donc le soya. On parle des plantes qui peuvent aider le trèfle rouge, la sauge, l'angélique chinoise. Hein, en Chine, on dit donkey, je pense. Le ginseng, le persil. Bref, il y a plein de plantes qui peuvent vous aider durant cette période où les symptômes sont vraiment inconfortables. Donc allez-y avec les plantes, comme je vous ai dit tantôt, et les aliments riches en phytoestrogènes. Dans les autres médecines naturelles, forcément, l'acupuncture, l'homéopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie, donc tout ça, allez essayer, allez voir qu'est-ce qui marche pour vous soulager au niveau de ces symptômes. C'est ça, les médecines naturelles sont vraiment, vraiment bien faites pour ça. Il suffit de trouver celle qui vous convient le mieux, mais c'est prouvé, ça, vraiment, ça va soulager vos symptômes.
Donc, bonjour à ceux qui se joignent à moi. Ensuite, ce qui va aider aussi, ce qui est préconisé, ben oui, c'est de la relaxation et de la méditation. Donc ça, forcément, si on est plus relax, si on médite, ben, les problèmes de sommeil, on va pouvoir les aider. L'anxiété, on va pouvoir la baisser. Notre état dépressif, on va pouvoir le gérer. Et on va pouvoir passer au travers de cette période de transition pour nous, les femmes. Donc la relaxation et la méditation. Par la suite aussi, j'ai découvert qu'il y avait, je vais peut-être remettre, est-ce que c'était celui-là? Non, je ne l'avais pas. Bon, désolée, je pensais que je l'avais écrit. Les groupes d'entraide. Alors forcément, pour nous les femmes, comme je vous ai dit, 75% des femmes sont vraiment dérangées et se plaignent de ces symptômes. Ben, il existe des groupes d'entraide. Donc j'en ai trouvé sur le web, Centre Ménopause Québec, femmesensanté.ca, ménopause.ca et forcément le guide de santé du gouvernement du Québec. Donc n'hésitez pas, il y a des sites pour nous aider et il y a des groupes d'entraide pour parler justement à d'autres femmes qui vivent la même chose, puis des fois d'échanger avec celles qui ont les mêmes problèmes que nous, puis qui ont essayé des choses qui marchent. Donc parler, chercher des groupes de soutien, des gens qui vivent la même chose, ça fait beaucoup de bien de voir qu'on n'est pas seul et d'avoir aussi des bons contacts. Donc tout ça, moi, mes références, je parle toujours de mes références bien sûr, je les ai trouvées sur passeportsanté.net. Il y a aussi forcément l'Association nationale de réflexologie du Québec, l'ANRQ, avec laquelle j'ai fait mon cours de réflexologie et que j'ai eu mon diplôme. Ensuite pour la nutrition, Avril Gagné. Pour les herboristes, alors du côté de Rimouski, j'ai Anne Vastel. Puis pour ceux qui habitent la région de la Gaspésie, du côté de Maria, il y a mon enseignante, il y a Madame Annick Valade aussi qui est herboriste et qui peut vous faire du sur-mesure avec les plantes. Pour tout ce qui est activité physique, alors du côté de Rimouski, c'est cardio plein air. Puis il y a aussi C-Slim, ça c'est un gym qui est réservé uniquement aux femmes. Puis ce sont des activités, vous faites, je pense, c'est 20 minutes si je ne me trompe pas, par atelier, puis vous faites le tour du gym. Donc c'est slim, ça peut être très très adapté aux femmes, pour les femmes. Pour justement, comme je vous ai dit, le sport, ça va être très très important de le continuer ou peut-être même de s'y mettre pour nous aider, pour notre cœur, nos vaisseaux, notre cerveau, nos muscles, nos os. On en a besoin, il faut prendre une bonne résolution puis rester en santé. Notre santé, elle nous appartient, notre corps est à nous, c'est à nous de nous en occuper en premier. N'attendez pas que ça vienne des autres, c'est votre corps. Vous devez vous prendre en charge, c'est votre santé. Donc souvent aussi, quand les gens arrivent dans mon bureau et me disent « je sais pas, moi ma première question c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Puis que les gens me disent « je sais pas, c'est toi la professionnelle, regarde qu'est-ce que tu peux faire. » Mais non, c'est votre corps, c'est vous qui vivez avec, c'est aussi à vous de vous en être responsable. Alors oui, on prend des bonnes habitudes de vie, on fait de la prévention, mais il faut aussi s'en occuper soi-même. Vous êtes les premiers, j'allais dire, la personne principale touchée. Donc, occupez-vous de votre santé. Donc, allez-y, 30 minutes par jour d'activité physique. Et voilà, voilà ma capsule. Voilà déjà ma capsule. Il est quelle heure je peux spérer, il est 40. Donc, avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Et n'hésitez pas aussi de me mettre en commentaire si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça pertinent. Puis laissez-moi aussi des idées pour une prochaine capsule. Parce que des fois, je cherche la prochaine capsule, de quoi je pourrais parler. Donc n'hésitez pas à me l'écrire. Donc pour finir, en conclusion, j'ai toujours ma petite boîte de 100 grammes de bienveillance. Alors j'en ai tiré un au sort ce matin. Et je me suis dit, on parle de méditation, de relaxation pour nous aider à traverser cette période qui peut s'étaler sur 10 ans. 10 ans, c'est long, donc on est mieux de prendre les bonnes habitudes tout de suite. Et j'ai trouvé, méditation et bienveillance. Parce que ma capsule aussi, je veux toujours parler de bienveillance. Alors, méditation et bienveillance. Les études l'ont montré.
La méditation est une pratique aux multiples effets positifs sur le mental, mais aussi sur le physique. Parmi les multiples pratiques de la méditation, certaines sont tournées vers l'autocompassion et la bienveillance, tant personnelle que vers autrui. C'est le cas de la méditation de Metta Bhavana, qui aide à cultiver la bienveillance en nous et à ouvrir notre cœur à la bienveillance vers les autres. Elles permettent ainsi de vivre de plus en plus en harmonie avec eux et avec nous-mêmes. Voici comment elle est expliquée par le centre bouddhiste Triratna de Paris. Alors, 1. Tournez votre esprit vers vous-même et cherchez à développer une attitude de bienveillance envers vous-même, à développer pour vous-même une réelle aspiration au bonheur. 2. Choisissez un de vos bons amis. Imaginez votre ami à côté de vous. Essayez d'évoquer et de ressentir sa présence aussi fortement que possible. Puis, développez envers lui une attitude de bienveillance et un désir pour son bien-être. Vous pouvez par exemple essayer d'imaginer ce qui lui apporterait le plus de bonheur et qui lui procurerait une satisfaction profonde dans sa vie et lui souhaiter d'obtenir cela. 3. Choisissez une personne neutre, quelqu'un que vous connaissez suffisamment pour pouvoir évoquer sa présence, mais pour qui vous n'éprouvez pas de sentiment particulier. Évoquez sa présence et puis essayez de vous ouvrir envers elle avec bienveillance. Il s'agira peut-être simplement de commencer par développer de l'intérêt envers cette personne, de devenir plus pleinement conscient de ce qu'elle est et progressivement de trouver le moyen de faire battre votre cœur au rythme du sien. 4. Choisissez une personne difficile. Pas votre pire ennemi, du moins au début de votre pratique de cette méditation, mais quelqu'un que vous n'aimez pas ou avec qui vous avez des difficultés en ce moment. Cherchez à évoquer ce qui est positif en elle, malgré les difficultés dans vos relations avec elle. Imaginez ce que ses amis apprécient en elle. Cherchez à reconnaître vos propres erreurs vis-à-vis d'elle. Donnez-vous l'espace nécessaire pour regarder les choses plus calmement et pour porter un regard plus juste sur ce qui se passe entre vous. 5. Commencez par évoquer à nouveau ces 4 personnes. Cherchez à développer la même bienveillance envers tous, sans oublier que vous êtes l'une des 4. Puis, étendez ce désir de bonheur et de bien-être vers l'extérieur pour y inclure de plus en plus de personnes. Commencez par exemple avec toutes les personnes aux alentours, dans la ville où vous vivez, dans le pays, le continent, puis étendez-le au monde entier et à tous les êtres vivants. Voilà, la méditation et la bienveillance. Alors voilà, j'espère que ma capsule aujourd'hui vous aura intéressé, qu'elle a répondu à certaines de vos questions, qu'elle vous a apporté des bonnes réponses et surtout qu'elle vous a apporté des idées à mettre en place dès aujourd'hui au milieu de la quarantaine pour effectivement se préparer à ce changement hormonal qui va pas mal nous chambouler à 75% de chance. Donc il y a des choses à faire, il y a des mesures préventives pour nous aider. Donc n'hésitez pas à partager ma capsule à vos amis qui en auraient le plus besoin. Et de m'écrire, de me poser des questions. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Et dès que les autorités nous laisseront le droit de retourner au travail, je vais aussi afficher sur ma page quand est-ce que je vais réouvrir ma clinique. En attendant, avez-vous des questions? Avez-vous aimé? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Avez-vous des commentaires?
Avez-vous aimé ma nouvelle façon de présenter avec des petites images? Surtout celle-là, là, les bouffées de chaleur.